Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 5 octobre 2021 pour ce cours de panorama de la littérature française. Je vous ai demandé de faire les cours mardi, cette semaine et pas jeudi, parce que je vais participer à un congrès d'histoire de la littérature. Et jeudi, je présente une communication sur le thème euh, le thème sera l'histoire de la littérature française et les défis à l'enseignement aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, voilà, ça, c'est la raison pour laquelle je vous demande de faire le cours aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du romantisme. C'était le but du cours de la semaine dernière, mais la semaine dernière, on était... c'était qui était avec moi? J'oublie qui était le seul élève présent. Et donc, on s'est mis en accord de ne pas faire les cours. Et parce que le but, le sujet du cours aujourd'hui est le romantisme. Et à mon avis, c'est un sujet très important pour ne pas le faire ou le faire tout simplement dans un cours vidéo, n'est-ce pas? Je vous ai indiqué sur Teams plusieurs cours vidéo sur le sujet du romantisme. Il me semble quelques 3 ou 4 vidéos. Le problème de ces... et si vous vous souvenez bien aussi, nous avons fait un premier cours sur le romantisme dans lequel je suivis le chapitre de Yves Saloni, l'école et courants littéraires de la littérature française. Et comme vous savez, le livre, je vous ai disponibilisé le livre de Yves Saloni, c'est un livre presque un manuel scolaire. C'est-à-dire qu'il organise les caractéristiques générales de certains mouvements, les mouvements les plus importants. Mais le problème, c'est qu'il finit par être trop schématique, je dirais. C'est-à-dire qu'il va faire la liste de caractéristiques principales comme si c'était possible de résumer les mouvements de cette façon. Et parfois, quand on lit un livre comme celui de Saloni, nous avons l'impression que un mouvement succède à l'autre sans trop de difficultés, des conflits, des combats, des divergences. Et dans ce cours d'aujourd'hui, je vais vous présenter une vision plus critique et plus approfondie du romantisme en France, évidemment. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu rater ces cours ou passer au cours suivant sans avoir fait ces cours-là. Et dans les cours vidéo que je vous ai indiqués, il y avait un cours vidéo que j'ai enregistré l'année dernière sur les fondements philosophiques du romantisme. Je crois que c'est ça le titre. C'est un cours long de 45 minutes environ. Et il a un problème d'audio, comme vous avez probablement vu les commentaires de Hannah sur Teams. Et vraiment, il y avait un problème avec le micro que j'ai utilisé. Mais je crois que ça dérange un petit peu. Par contre, ça ne compromet pas la compréhension du cours. Et c'est un cours dans lequel j'entre dans quelques détails des fondements philosophiques du romantisme, surtout concernant les influences allemandes du romantisme allemand sur la littérature française. Donc, si vous voulez vous approfondir dans cette thématique,
n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là. Aujourd'hui, donc, je vais faire une autre approche du romantisme, mais dans la ligne, je vais aller dans la même direction de ces cours vidéo que j'ai enregistrés et disponibilisés sur Teams. D'accord? Et donc, je commence ici avec ce livre de Albert Thibaudet. Et ici, je vais vous montrer ici la couverture. Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours. C'est un livre à nos jours, c'est jusqu'à les années 30, n'est-ce pas, parce que c'est la date de publication du livre de Thibaudet. Et j'aime bien ce livre-là. C'est un livre d'histoire littéraire. Je peux vous montrer la table de matière ici, par exemple. Et donc, vous voyez, je passe rapidement, évidemment, mais je vais juste vous montrer une particularité. J'aime bien ce livre, c'est un livre d'histoire littéraire, mais il organise la littérature d'une façon différente. Pour le faire clair ou clairement, je viens de parler du livre de Yves Stalloni, École et courant littéraire. Et vous voyez que le livre, ce livre que j'utilise assez souvent ici avec les caractéristiques générales de plusieurs mouvements, il va organiser des époques littéraires selon des critères surtout esthétiques. Ou une autre façon de dire, c'est des critères d'affinité, d'affinité esthétique. Affinité esthétique, c'est-à-dire plusieurs écrivains qui suivent plus ou moins la même tendance des conceptions artistiques. Par exemple, nous avons déjà vu le surréalisme. Le surréalisme est un mouvement du XXe siècle avec plusieurs techniques ou jeux d'écriture, jogos de escrita. Et nous avons un leader du mouvement, André Breton, Louis Aragon, peut-être le deuxième leader du mouvement qui va quitter le mouvement après. Et il y a cette affinité autour du rêve, des jeux d'écriture littéraire, l'exploration de l'inconscient, de la psychologie humaine, etc. Donc vous voyez que les écrivains ou les poètes qui se disent surréalistes, ils vont participer d'une même affinité esthétique. Ils suivent plus ou moins les mêmes critères esthétiques de production littéraire. Donc, raison pour laquelle... oui. Vous pouvez répéter le titre et l'auteur du livre? Le livre, c'est... l'auteur, c'est Yves. J'écris ici... je ne sais pas si le livre, si l'auteur, c'est Stalloni avec deux L et un N ou le contraire. Donc, et le livre, c'est École et courant littéraire. Ce livre, il est intégralement disponible dans nos fichiers. D'accord? Si Pardon. Je pensais que vous avez mentionné un autre livre, parce que ma connexion n'est pas très bien. D'accord. Non, mais là, je parle d'Albert Thibaudet. D'accord? Albert Thibaudet. Je crois que je vais vérifier ça dans l'après-midi parce que je crois que plusieurs livres que je vais
utiliser aujourd'hui ne sont pas encore disponibles dans nos fichiers. Donc, je vais organiser ça dans l'après-midi. D'accord? Et Albert Thibaudet, c'est l'auteur de ce livre que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc, ce que je fais là c'est la différence entre un livre comme celui de Stalloni, École et courant littéraire, qui est organisé selon cette affinité esthétique d'un mouvement littéraire. Par exemple, quand on parle pour me faire clair, quand on parle d'affinité esthétique, si on parle d'un mouvement comme romantisme, symbolisme, surréalisme, là, on parle d'affinité esthétique. Romantisme, comme nous avons vu dans les derniers cours synchrones, quelques caractéristiques du mouvement. C'est une poésie plus intime, idéalisation de la femme, utilisation de l'imagination, quoi d'autre, le génie, l'inspiration intime, on peut dire comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire la littérature devient, surtout la poésie lyrique, mais les romans aussi en quelque mesure, une expression de l'intimité sous la forme d'une confession. Donc, et vous voyez, et je peux déjà anticiper une information importante. Pourquoi le romantisme est un mouvement important? C'est parce que la conception de littérature que nous avons aujourd'hui, elle est redevable du romantisme. Redevable, c'est-à-dire devedora, d'accord? C'est-à-dire que nous devons pas mal de choses à la conception de littérature du romantisme. Par exemple, quand on pense aujourd'hui, on lit un roman et on cherche dans ces romans quelque chose de l'auteur. Ça, c'est une influence du romantisme parce que dans le romantisme, l'auteur commence à s'imposer sur l'œuvre. C'est-à-dire que dans l'œuvre, on est capable de comprendre quelque chose sur l'auteur ou sur le poète. Quoi d'autre? Comme je disais, l'inspiration romantique, c'est-à-dire que le génie artistique, le génie littéraire, il est capable de créer quelque chose, l'œuvre littéraire ou l'œuvre artistique, à partir tout simplement de soi-même. C'est ça l'inspiration romantique, n'est-ce pas? C'est intéressant, je l'ai dit de temps en temps, que Carlos Drummond de Andrade disait qu'un poème, c'est genre 90% ou 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et quand il dit ça, il fait opposition à la conception romantique, parce que nous avons cette image de l'inspiration romantique comme et nous sommes tellement influencés par cette conception inspirationnelle de la littérature que, par exemple, parfois on attend, pour faire même un travail académique, assez souvent on attend l'inspiration pour écrire un essai ou une analyse littéraire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais assez souvent, nous avons l'impression qu'il y aura un moment où l'inspiration va incorporer dans ou prendre possession de notre corps et on va écrire le travail du début à la fin d'un seul jet.
d'un jato só, d'un fluxo, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, penser à la composition musicale aussi, n'est-ce pas? Encore une autre influence du romantisme aujourd'hui, les cultes que nous avons des célébrités. Parce que la célébrité, c'est une espèce de... pas forcément la célébrité, mais la façon de voir l'artiste, idéalisé ou comme quelqu'un de très différent de nous, comme s'il était proche des dieux ou quelque chose comme ça. Et là, j'avais parlé de la célébrité, mais on considère la célébrité comme un artiste sans œuvre, n'est-ce pas? Parce que l'artiste, il va d'abord composer son œuvre et ensuite il va devenir célèbre, mais il sera toujours un artiste. Et la célébrité, c'est un artiste sans œuvre. C'est clair, ça? A celebridade é um artista sem obra. Penser à ces gens qui vivent de leur image, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de quelque chose de fait, de composé comme une œuvre. Donc, cela dit, je parlais de cette différence. Oui, je reviens à la question ici. Donc, le livre de Yves Stalloni et les manuels littéraires scolaires en général, ils organisent la littérature selon des critères d'affinité esthétique. Comme je disais tout à l'heure, romantisme. Qu'est-ce qu'un poème romantique? Ah, c'est un poème écrit au 19e siècle, normalement au début du siècle, dans lequel on peut retrouver quelques-unes de ces caractéristiques. Voilà. Le livre de Albert Thibaudet, il est intéressant parce que il ne va pas tout simplement organiser la littérature selon des critères d'affinité esthétique, mais plutôt de génération. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il va me servir ici d'introduction. Et c'est intéressant parce que je vous montre ici la table de matière. Et la première génération qu'il va travailler, étudier, c'est la génération de 1789. C'est la génération de la Révolution française. Mais il y a une particularité. D'abord, il va parler de Napoléon, je ne vais pas souligner ici, mais Napoléon, comme vous savez, n'est pas un écrivain, n'est pas un poète, artiste, rien que ça. Mais en raison de Napoléon, tout d'abord, Napoléon deviendra un motif ou un sujet de la littérature. Il deviendra un personnage historique et qui sera célébré ou représenté dans la littérature. On verra même aujourd'hui quelques poèmes. Il y a des poèmes de Gérard de Nerval, de Victor Hugo sur Napoléon. Et donc Napoléon devient une figure de référence littéraire. C'est genre, vous connaissez les romans de Stendhal, les rouges et les noirs, le vermeil et le negro, et le personnage de Julien Sorel est comment je peux dire, il a une admiration, il est un admirateur de Napoléon. Il gardait même, pas une photo, mais une espèce de tableau, une copie de l'image de Napoléon. Donc, Napoléon va entrer dans les livres de Thibaudet, pas seulement comme cette référence littéraire, mais en raison de l'Empire
de Napoléon. Et comme vous savez, c'était un empire, nous avons eu la Révolution française en 1789. Puis, dans la suite, il y a eu une période de terreur suite à la Révolution. Donc, la Révolution française est venue pour changer le régime de l'ancien régime monarchique vers une république. Mais cela n'a pas marché. Napoléon a pris le pouvoir et a transformé la France dans un empire dans lequel il était l'empereur, n'est-ce pas? Et en raison de la politique de Napoléon, certains professeurs, intellectuels, écrivains ont été persécutés ou censurés et quelques-uns ont quitté la France en raison de Napoléon. Et c'est là qu'il va parler d'une génération de 1789. Et dans cette génération, nous avons Napoléon, qui était l'empereur et qui a provoqué l'exil de certains écrivains. Nous avons donc Chateaubriand, qui est un écrivain très important qui va partir aux États-Unis, mais si je ne me trompe pas, il part aussi en Angleterre. Chateaubriand va prendre contact avec les références, surtout anglaises et américaines. Et puis nous avons, j'avance ici, Madame de Staël, j'ai déjà parlé d'elle ici dans les cours. Madame de Staël est une femme écrivaine, mais aussi intellectuelle. Et je fais cette distinction entre écrivaine et intellectuelle pour marquer une différence entre une écrivaine d'une œuvre littéraire et une intellectuelle, c'est-à-dire d'une œuvre pas forcément politique, mais participant au débat public. C'est clair ça. Quand je dis qu'elle participe au débat public, c'est-à-dire qu'elle prend des positions politiques, sociales, etc. Et ça, c'est important parce qu'elle sera aussi une importante critique littéraire du passage du XVIIIe siècle au XIXe siècle. En plus, comme si c'était pas, comme si ça suffisait pas, écrivaine, intellectuelle, critique littéraire, elle est responsable, une fois en Allemagne, de revenir en France après la période de Napoléon et d'apporter l'influence du romantisme allemand en France. Et un de ses livres les plus importants s'appelle De l'Allemagne, dans lequel elle va parler de la philosophie allemande, de la littérature allemande. Et donc, c'était l'époque, parce que je vous ai expliqué ça le cours précédent, le romantisme en Allemagne, il a lieu, et la comtesse, quelques décennies avant les débuts en France. Et je vous ai dit aussi dans les cours précédents que le romantisme n'est pas un mouvement traditionnellement français. Le romantisme en France, il va venir comme une importation des idées étrangères. D'accord? Et donc, les responsables de l'importation de cette influence romantique des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, seront Madame de Staël, Chateaubriand et Benjamin Constant. À la base, c'est ça. Il y aura d'autres, des écrivains moins importants,
Mais ces écrivains-là vont faire la base de ce qui sera le romantisme en France. On les appelle en quelque mesure pré-romantiques, n'est-ce pas? Et on verra dans la suite, comme vous savez bien, on recule dans les temps, dans ces cours de panorama. Nous avons déjà vu le XXe siècle, là nous sommes au IXe siècle. Au XVIIIe siècle, je vais aborder l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau et je vais vous montrer comment Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, représente déjà un pré-romantique en France, en raison de sa littérature autobiographique et confessionnelle. D'accord? Mais gardons cette information pour les prochaines étapes. Mais pour l'instant, pensez que je profite ici le livre de Albert Thibaudet, justement pour vous parler d'une façon différente de considérer la littérature. Au lieu d'utiliser les mouvements littéraires et les critères d'affinité esthétique, nous aurons ici une affinité esthétique aussi. Mais la différence, c'est qu'il va parler de génération. Des écrivains qui écrivent et qui sont nés, qui ont vécu plus ou moins la même époque et qui ont subi une certaine influence historique. Cela dit, je change ici pour aller directement au texte. Voyons s'il y a quelque chose à commenter ici. Non. C'est juste ici une information intéressante, c'est que cette génération de 1800, ça c'est important, la date de 1820, parce que cette date va marquer la date de 1820 est considérée la date de naissance du romantisme en France. Et je vous explique pourquoi. C'est la date de publication du livre Méditation poétique de Lamartine, considéré peut-être le premier recueil de poésie romantique en France. Et je vais lire des extraits avec vous aujourd'hui de ce livre de Lamartine. Et donc, il parle ici de cette génération de 1820, c'est la génération qui va commencer à occuper l'espace littéraire en publiant des poèmes dans des revues ou des recueils de poèmes, des livres, des romans, des pièces de théâtre, etc. C'est une génération qui est née pendant la guerre, pendant la Révolution et l'Empire de Napoléon, et raison pour laquelle il dit ici, la génération de 1820 est appelée à la vie de l'esprit par la paix. Ce n'est pas littéralement une génération d'héritiers, puisque ce quart de siècle lui a transmis non un monde fait, mais un monde à faire. Il ne lui a pas laissé des modèles. Et ici, j'aime bien cette citation parce que assez souvent, et surtout avant le romantisme, la tradition était très forte. La tradition existante avant déterminait la littérature suivante. Et avec le romantisme, nous avons une période historique. Ce passage, imaginez, de 1789, Révolution française, on détruit l'ancien régime monarchique. On essaye de créer une république. On aura l'empire de Napoléon. Et puis, on aura la restauration monarchique. On aura une période républicaine. Et puis, la restauration monarchique. Donc, dans une période de 30-40 ans,
après la Révolution française et les années 1830, plus ou moins, la France vit une transformation politique, sociale, etc. Donc, la tradition dans la littérature, mais sociale aussi, elle est complètement ou presque complètement détruite. Et cette génération des romantiques ne va pas, non, ce que Thibaudet dit ici, c'est qu'elle n'aura pas un modèle à suivre, mais plutôt une nouvelle conception à construire. Et en plus, là, je vous donne de critères ou des raisons historiques, politiques. Mais la philosophie romantique ou les fondements philosophiques romantiques aussi vont contribuer à cette transformation dans la littérature en raison de certains critères, comme je vous ai dit, de l'inspiration, de cette conception du génie artistique comme quelqu'un qui est capable de créer une œuvre littéraire à partir de soi-même, à partir de l'inspiration, et l'introduction aussi d'une vision de monde historique. Quand je parle de vision de monde historique, c'est que dans cette époque, ça devient plus clair que certaines choses dans notre vie humaine vont se passer de façon historique. C'est-à-dire que au lieu d'avoir certaines valeurs qui sont éternelles et qui se reproduisent toujours, comme la littérature classique défendait, on aura plutôt cette contingence historique, contingence historique. C'est-à-dire que chaque moment historique sera unique, le seul dans l'évolution ou dans la transformation ou dans la transformation historique. D'accord? Avançons ici. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres choses à commenter. Oui, ici c'est intéressant. Génération de la sécurité, c'est aussi la première génération de la liberté littéraire. La liberté littéraire aussi, c'est un autre fondement philosophique du romantisme. C'est-à-dire que dans cette idée de l'inspiration du génie littéraire, il a totale et complète liberté de création artistique. C'est-à-dire que les écrivains vont oublier presque complètement les modèles anciens et ils vont essayer de faire une littérature, une poésie, un roman nouveau ou nouvelle. D'accord? Et donc, dans cette conception, la liberté, elle sera très importante justement pour éviter de reproduire, les modèles anciens. N'est-ce pas? C'est clair, ça va? Vous avez des questions? C'est bon? Et en fait, il parle ici de génération de la sécurité, c'est en raison des guerres napoléoniennes, la période de la terreur, juste après la Révolution française, l'exil, les persécutions, la censure, etc. D'accord? Et voyons, je pense que c'est tout. Je ne vais pas... Oui, non, c'est quelque chose aussi d'intéressant ici.
La familiarité de cette génération, je zoome, et encore, voilà. Voilà. La familiarité de cette génération, la génération de 1820, la génération de 1820, c'est la génération d'écrivains comme Lamartine, Victor Hugo, Balzac, euh, les poètes romantiques en général, Musset, Vigny, des écrivains plus connus comme Alexandre Dumas aussi, d'accord, Georges Sand, etc. Donc, la familiarité de cette génération avec l'idée de révolution politique nous importe ici moins que sa familiarité avec les idées de révolution littéraire. Poésie, théâtre, roman, philosophie, histoire, entre 1820 et 1830, entrent dans la carrière avec un programme plus ou moins révolutionnaire en rupture avec quelques traditions. L'analogie entre le romantisme en littérature et la révolution politique est un lieu commun d'alors, et les deux mouvements, les deux décrochements déterminent des coupures analogues dans la suite française. Donc, ici, c'est important de penser. Thibaudet, il ne va pas faire cette analogie directe entre révolution politique et révolution littéraire, mais il y a une connexion entre elles, n'est-ce pas? Au moins pour lui, l'idée de révolution politique n'est pas très importante. Mais la familiarité avec les idées de révolution littéraire. Et ces idées de révolution littéraire viennent, comme je vous ai dit tout à l'heure, importées de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne. Surtout à partir de ces écrivains exilés pendant la période napoléonienne. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à mon avis, n'est-ce pas? Et c'est intéressant aussi parce que assez souvent, la littérature française et la place culturelle de la France en Europe et au monde est toujours, ou presque toujours, une place centrale de référence. La France assez souvent dicte la règle, la mode, la façon de faire la littérature, l'art, etc., la mode, etc. Par contre, le romantisme sera un mouvement, comme je vous ai dit et répété plusieurs fois, importé de l'extérieur, de l'étranger. Et sinon, je crois que c'est tout de ce livre. Non, ici, puis il va parler de la décadence du romantisme. C'est pas très important pour aujourd'hui. Oui, et puis il va entrer ici dans l'essence du mot romantisme. Peut-être la seule chose importante ici, avant de passer à d'autres textes, c'est qu'il va marquer ces trois influences, je vais dire comme ça. Et tout d'abord, l'étrangère. Puis, en fait, ce sont comme laissez voir ici comment les mots qu'il utilise. C'est comment on peut dire ça? Oui, ce sont les caractéristiques. Tout d'abord, c'est étranger, donc les littératures étrangères qui vont influencer la France. L'idée de solitude et l'isolement qui sera présent dans les méditations de Lamartine, la méditation poétique. Et nous avons le troisième point ici, un côté plutôt populaire du romantisme. Et ça explique un peu pourquoi le romantisme est devenu un mouvement
populaire et, et répandue, diffusée un peu partout. C'était vraiment une fièvre, n'est-ce pas, la portée du romantisme à cette époque-là. Et comme vous voyez, le romantisme a été un mouvement tellement fort à l'époque que nous pouvons parler de, vous voyez, je vous ai dit ici que les fondements philosophiques littéraires du romantisme viennent de l'Allemagne et du monde anglo-saxon. Et puis, on va parler d'un romantisme portugais, espagnol, brésilien, etc. Je vous donne cet exemple juste pour vous montrer comment le romantisme va devenir un mouvement mondialement répandu, diffusé, important, n'est-ce pas? Cela dit, je vais laisser de côté cette idée du romantisme ici de Albert Thibaudet. Et je voudrais vous... je vais passer aux écrivains. Voyons ici. Oui, je vais essayer de faire quelque chose plutôt chronologique. Et donc, je cherche ici Lamartine. Voilà. Oui. Oui. Tout d'abord, ici, je vais juste lire et commenter ce poème de Lamartine avec vous. Et à partir du poème, je vais entrer dans d'autres questions. Donc, non, pardonnez-moi, parce que en fait, je vais commenter un autre texte avant d'entrer dans le poème de Lamartine. Je vous explique pourquoi. Parce que ce sera important pour entrer dans cette idée de méditation politique. D'accord? Et donc, je vais passer au texte de la Foulada et Jean-Luc Nancy. En fait, pas vraiment à eux, mais plutôt à... Oui, je vous explique. Pour ceux qui ont regardé les cours vidéo que j'ai enregistrés et partagés sur Teams sur les fondements du romantisme, vous avez vu, il y a un extrait dans lequel je commente ce texte-là. Et je vous explique ici. Ça, c'est un livre qui s'appelle L'absolu littéraire, écrit par Philippe Laclabarthe et Jean-Luc Nancy. Ce sont deux philosophes français contemporains. Je ne sais pas s'ils sont déjà décédés, peut-être Laclabarthe et Jean-Luc Nancy, si je ne me trompe pas, il est encore vivant. Jean-Luc Nancy et Philippe Laclabarthe, ils sont d'une génération de professeurs de philosophie en France des années 90, des années 70, 80, 90. Donc, sont bien âgés aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants. Je ne sais pas, si la barre est encore vivant. Jean-Luc Nancy, je suis presque sûr. Et en fait, ce livre-là, l'absolu littéraire, ils vont parler aussi de la notion de l'absolu dans la littérature romantique allemande. Ils sont des philosophes français qui étudient la relation entre philosophie et littérature en Allemagne, mais ils sont professeurs en France, ils sont français. Et donc, ils sont
des grands étudiants, des grands chercheurs de la philosophie et de la littérature allemande et diffuseurs de cette philosophie et de cette littérature en France. Et la notion de l'absolu littéraire dans le romantisme est très, très importante parce que il y aura une notion de la même façon, comme je vous ai dit, il y a une transformation historique et intellectuelle, en quelque mesure, dans ce passage du XVIIIe siècle au XIXe siècle, qui est très importante. Et dans la poésie ou dans la littérature romantique, il y aura cette conception de l'absolu comme, c'est un peu philosophique, un peu abstrait de le dire, mais je vais essayer de le dire de façon simple. C'est comme si les poètes, les hommes du romantisme étaient conscients des limitations de l'être humain, des limitations, de la partialité de notre compréhension, etc. Par contre, le texte littéraire, le texte philosophique ont une puissance à se projeter à quelque chose de supérieur. C'est comme si, et là, il y a une conception assez platonienne du monde de la vie. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde sensible. Le monde sensible, c'est ce monde qu'on est capable de percevoir, de voir, sentir, etc., toucher, etc. Mais à partir de cette perception sensible, on se projette à une réalité supérieure, spirituelle, presque religieuse. La poésie, pour les poètes romantiques, sera une espèce où elle va occuper une place de la religion, n'est-ce pas? De nous projeter vers Dieu, de nous projeter vers le monde spirituel. Donc, c'est ça qu'on appelle ces côtés absolus de la littérature. Le texte que nous avons ici, c'est un fragment d'un critique, poète et philosophe allemand qui s'appelle Friedrich Schlegel. Et là, c'est un moment, comment je peux dire, moment fort fort. Je vous ai parlé tout à l'heure de Madame de Staël. Madame de Staël. J'ai écrit ici sur le chat. Madame de Staël, comme je vous ai dit, c'est l'écrivaine qui est partie en Allemagne en raison de la période napoléonienne. Je vous ai dit qu'elle était une femme écrivaine, intellectuelle, etc. Et elle s'est mariée avec si je ne me trompe pas, avec un homme, un riche bourgeois, raison pour laquelle elle était bien insérée dans le monde intellectuel. Et puis elle part en Allemagne. Et là, je vous parle de ce passage du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Il me semble que, je n'ai pas les détails de la vie privée de Madame de Staël, mais il me semble qu'elle s'est mariée plusieurs fois et elle a eu quelques amants. Raison pour laquelle je vous dis que c'est le commérage au moment fort. Il me semble qu'elle a vécu un amour, une histoire sensuelle avec Friedrich Schlegel, l'auteur de ce texte projeté ici.
Et donc, je vous dis qu'elle est partie en Allemagne et elle a pris contact avec ces idées du romantisme allemand qu'elle apporte en France après. Donc, elle a eu une relation assez proche avec les écrivains et les milieux intellectuels, philosophiques du début du 19e siècle en Allemagne. Et comme ça, vous pouvez voir comment elle s'est faite influencer par ces philosophes ou par cette philosophie. Cette philosophie allemande de cette époque, on va appeler la philosophie idéaliste, n'est-ce pas? Et vous voyez que cette période, début du 19e siècle en Allemagne, c'est une période hyper riche au niveau philosophique. Vous considérez que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Kant était le philosophe le plus important et qui donnait des cours en Allemagne. Et puis, il y a un autre philosophe qu'on va considérer peut-être le philosophe le plus important du romantisme allemand, qui s'appelle Fichte, qui a été professeur de Friedrich Schlegel, c'est critique et poète et philosophe allemand. Et Fichte a été professeur aussi de Hegel, ou en français on dit Hegel. Donc vous voyez qu'il y a dans ces moments en Allemagne cette influence de cette philosophie idéaliste. Donc ici, ce que vous avez projeté, c'est les fragments 116 de Friedrich Schlegel. Et Schlegel, il va écrire une série de fragments, fragments, et dans cette conception, dans sa conception philosophique, au lieu de faire un traité philosophique, le fragment est une forme textuelle, une forme philosophique et poétique en même temps. Et les fragments représentent plus ou moins cette idée de l'absolu que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui est limité historiquement parlant, mais qui nous projette infiniment à quelque chose d'autre. Et donc, les fragments, c'est un texte court qui va proposer une réflexion philosophique ou critique ou poétique, mais qui a une capacité à générer des réflexions dans la suite. Donc, les fragments, il ne va pas conclure une réflexion. Ce qu'il fait, en fait, c'est proposer une réflexion qui va vibrer toujours, qui va proposer ou qui va provoquer d'autres réflexions. D'accord? Donc, le but d'un fragment n'est pas terminer la discussion. C'est tout à fait le contraire. C'est lancer une discussion qui va se projeter infiniment, n'est-ce pas? Et ce fragment 116, il est très important parce que on le considère comme peut-être comme je disais, le fondement de la littérature ou de la poésie romantique. Et je vais lire ici rapidement. La poésie romantique est une poésie universelle, progressive. Donc l'idée ici, universelle et progressive, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde et elle est progressive dans ce sens de la réflexion. Elle ne va pas terminer, elle avance toujours. Elle n'est pas seulement destinée à réunir tous les genres séparés de la poésie et à faire se toucher poésie, philosophie et rhétorique. Donc, vous voyez ici que nous avons déjà l'idée de réunion de tous les genres séparés. Ça, c'est une autre caractéristique de la littérature romantique. On va oublier les règles d'art existantes avant, les règles d'art classiques,
et on aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, totale liberté de création. Et il n'y aura pas de respect à la séparation des genres littéraires. C'est-à-dire que un roman peut être poétique, le théâtre peut être écrit en prose, on aura un début de poésie en prose aussi. On va abandonner les formes fixes poétiques comme les sonnets, ballades, d'autres types de formes fixes poétiques pour laisser libre cours à la créativité, à l'inspiration, etc. Okay? Elle veut et doit aussi tantôt mêler et tantôt fondre ensemble poésie et prose, génialité et critique, poésie d'art et poésie naturelle, rendre la poésie vivante et sociale, la société et la vie poétique, poétiser le vite. Vite, c'est en français, on va dire un mot d'esprit. É uma espécie de. Como eu poderia traduzir isso? É como se fosse um. Não é bem um ditado, mas é uma expressão que contém uma reflexão. Entende? Por exemplo, a gente tem aqui água mole, pedra dura, tanto bate a textura. De certo modo, ela virou uma expressão popular para a gente, mas ela seria uma espécie de vits, que é uma expressão curta, mas que contém uma reflexão sobre a vida. Né? Et remplir et saturer les formes de l'art de toute espèce de substance native de culture et les animer de pulsations de l'humour. Donc, ici, il y a plusieurs, comme vous voyez, plusieurs informations qui vont déclencher des réflexions. Et c'est intéressant parce qu'il fait une distinction entre poésie d'art et poésie naturelle. Parce qu'ils vont considérer comme la poésie d'art cette poésie artificielle, c'est-à-dire c'est un artifice de langage, c'est la poésie composée par un poète, et nous avons la poésie de la nature elle-même, c'est-à-dire la poésie qui n'a pas été écrite ou produite par l'homme, mais plutôt par la nature, c'est-à-dire les paysages, les lacs, etc. C'est cette conception esthétique de la nature et de la réalité. D'accord? Et voyons s'il y a autre chose ici à commenter. Oui, ici c'est intéressant. C'est son essence propre de ne pouvoir qu'éternellement devenir et jamais s'accomplir. Vous voyez la notion de poésie universelle, progressive, et je viens de vous parler de cette notion de l'absolu et le fragment comme quelque chose qui déclenche ou propose une réflexion qui ne s'arrête jamais. C'est une réflexion qui sera continuellement en mouvement. Et donc, il va parler ici de la poésie, de cette poésie romantique, etc. Donc, les genres poétiques, romantiques et encore en devenir. En traduisant, un désir. C'est son essence propre, mais pouvoir éternellement devenir. Então, eternamente em devir. Et jamais se concrétisar. Et c'est ça, en fait, la façon trouvée par les écrivains et les poètes romantiques d'être toujours dans cette vibration, dans ces mouvements vers
l'absolu, vers Dieu, vers l'éternel, vers le monde spirituel, etc. D'accord? C'est une façon de parler de certains sujets ou de toucher à certains points de notre âme, de notre esprit, mais d'une façon à jamais terminer la réflexion. D'accord? Je parle là des fondements philosophiques, n'est-ce pas? D'une incomplétude, d'un sentiment d'incomplétude. Et le texte ici, il est assez philosophique. Et justement, c'est cette façon philosophique qui va avoir la capacité, 2 secondes, Lázaro, qui va avoir la capacité de nous faire toujours réfléchir à ces propos. D'accord, Lázaro? On peut toujours comprendre le mot désir comme dirasser. Oui, devenir, en français, como vous savez, a gente usa muito comumente como tornar-se, né? A gente até faz uma pergunta assim, por exemplo, há muito tempo que você não vê uma pessoa, você pergunta assim, qu'est-ce que tu es devenu? É um pouco nessa ideia assim, do que você se tornou, né? Mas no sentido de o que aconteceu nesse tempo, né? Mas a gente tem par exemple, je peux vous dire, oui, j'ai fait mes études et je suis devenu professeur, eu me tornei professor. Mais dans un contexte plutôt philosophique, on va traduire devenir plutôt comme devir em português. Tem livro do Maurice Blanchot, crítico literário, que chama, se bem que ele é traduzido de outra forma, le livre Avenir, foi traduzido como o livro do porvir. Mas a ideia é essa, do vir a ser, como você diz, né? Do devir como vir a ser. Ça va? Ça va, merci. Parce que j'ai l'impression de voir ces concepts comme un peu romantisés. Je ne sais pas si je peux utiliser ces mots-là pour exprimer l'idée que je suis en train de... Et juste pour terminer avec Schlegel, ici, vous voyez que ici, il y a plusieurs fragments. Le fragment 116 est un fragment long et important, mais il y a d'autres fragments qui sont très courts. Et donc, vous voyez que c'est comme une série de réflexions, de maximes sur la poésie, sur l'art, sur la philosophie, et ils n'ont pas forcément de connexion l'un avec l'autre. Donc, nous avons 108 ici. Est beau ce qui est à la fois séduisant et sublime. É belo o que é, ao mesmo tempo, sedutor e sublime. E tá aí. Ele lança para a gente pensar, peraí, o que é sublime, o que é sedutor? Então o belo vai ser sedutor e sublime, mas de que forma? E aí, isso provoca esse tipo de reflexão. Em vez dele pegar e dizer de maneira filosófica, como um tratado filosófico, o conceito de belo é isso, então vamos entender e tal. Não, é uma coisa, um fragmento que lança uma ideia e aí a gente, como leitor, se vira. Donc, c'est un genre de composition, de réflexion qui met le lecteur comme participant de cette réflexion et en même temps, la réflexion, elle est complètement ouverte. Pas complètement, parce que nous avons quand même, on part du texte,
mais elle est hyper ouverte. N'est-ce pas? Pas complètement ou pas totalement ouverte, mais quand même ouverte dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant. Moi, j'aime bien feuilleter ce livre et lire certains fragments. Certains fragments, on va lire, on va rien comprendre ou ils vont pas nous toucher forcément ou particulièrement, mais d'autres vont proposer des réflexions hyper intéressantes. D'accord? Donc, cela dit, cette idée de poésie, je passe ici, poésie universelle progressive, absolue littéraire, etc., je passe donc au poème de Lamartine. Pour, voyons, c'est ici, non. Et voilà. Tout d'abord, le poème de Lamartine. Donc, je vous montre ici le livre de Lamartine, Méditation poétique par Alphonse de Lamartine. Et donc, vous voyez que Lamartine est déjà un poète romantique. Et quand je vous parle de ce genre de choses-là, c'est toute une construction, et c'est ça que je voudrais, mon objectif, c'était de vous apporter une idée plus critique du romantisme, c'est que le mouvement ne se crée ou ne surgit pas du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose, il y a toute une conception de vie historique, philosophique, des influences littéraires qui viennent ou qui arrivent en France peu à peu, petit à petit, et qui vont influencer la nouvelle génération, et cette nouvelle génération produit quelque chose de nouveau. D'accord? Et je vais vous montrer, je vais le faire rapidement ici, mais je vais vous montrer un texte, par exemple, de réaction contre les romantismes à cette époque-là. Donc, c'est pour vous montrer que le romantisme, il va entrer dans la littérature française à partir du début du 19e siècle, mais cela ne va pas se faire sans réaction contraire. D'accord? Et moi, j'aime bien utiliser certains exemples de notre histoire, à nous et proches. Par exemple, pensez que dans les fin des années 50, au Brésil, nous avons la bossa nova, n'est-ce pas? La bossa nova, c'est un type de samba qui va faire un rythme nouveau à partir de la samba avec certains instruments du jazz et va essayer de faire quelque chose de plus raffiné, n'est-ce pas? Sans, ici je parle sans réduire la valeur de la samba traditionnelle. Et comme vous savez, la bossa nova se joue avec une guitare et la batterie de jazz, assez douce, n'est-ce pas? Et puis, dans les années 60, nous avons les tropicalismes, par exemple. Et le tropicalisme est un mouvement assez, comment on dit, cosmopolite. Il y a certains artistes comme Caetano et Gilberto Gil qui vont s'exiler en Angleterre, ils vont prendre contact avec le rock de Beatles, Rolling Stones, et puis ils reviennent au Brésil et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une marche, d'une manifestation contre l'introduction de la guitare électrique dans la musique brésilienne. Eu acho que ficou conhecido como a marcha da guitarra elétrica, alguma coisa assim, ou sei lá. Mas era uma marcha contra a introdução da guitarra elétrica na música brasileira. Donc, vous voyez que Lázaro a déjà entendu parler de cette histoire. Donc, vous voyez que l'introduction de quelque chose de nouvel dans notre culture, dans ce cas la guitare électrique, c'est fait avec
avec les musiciens du tropicalisme, mais il y a eu des réactions contraires contre l'introduction de la guitare électrique. Donc, ça c'est juste pour vous donner un exemple pour vous montrer comment la littérature se fait à partir de la rénovation ou de la nouveauté, mais aussi elle se fait avec des réactions contraires aux innovations. C'est-à-dire, il y a toujours un mouvement d'innovation et un mouvement de conservation, un mouvement traditionnel qui va essayer d'imposer la tradition et d'éviter la transformation artistique, littéraire, etc. Donc, voyons ici le poème de Lamartine. Et donc, je remarque ici cette idée de méditation poétique comme une préparation ou une idée à nous faire penser à la poésie de... ici. Non, pardon. Voilà. Comme une poésie une poésie méditative, une poésie réflexive. Donc, ce n'est pas tout simplement l'utilisation de la poésie composée à partir de règles ou la poésie composée à partir de références classiques. D'accord? C'est une poésie écrite, produite à partir d'un sentiment du poète, de la perception de la nature et de la réflexion de son état d'esprit. D'accord? Donc, c'est un poème légèrement long, mais je vais le dire et commenter rapidement. Il s'appelle L'isolement. Et nous avons ici, donc, voilà. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont les tableaux changeants se déroulent à mes pieds. Donc ici, nous avons souvent sur la montagne, souvent, c'est déjà le poète, une certaine habitude du poète, à l'ombre du vieux chêne. Chêne, c'est un type d'arbre. Au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Donc nous avons l'état d'esprit du poète. On sait dès le deuxième vers que le poète est triste. Et il promène au hasard ses regards sur la plaine à plaine, comment on dit ça? C'est la superfície, o planalto, planície, dont les tableaux changeants se déroulent à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et il s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Et donc, il va parler d'un fleuve aux vagues écumantes, son onde qui transforme, et le fleuve serpente et s'enfonce en un lointain obscur, mais il y a aussi un lac immobile, d'eau dormante, etc. Et il continue ici. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rideau. Et les chars vaporeux de la rime des ombres montent et blanchit déjà les bords de l'horizon. Donc, vous voyez que pour l'instant, nous avons presque une description du paysage, une description de la nature, ce que le poète regarde au sommet de la montagne. Cependant, donc il y a une transformation. Vous voyez qu'il y avait une description de la nature qui suivait plus ou moins un cours, et cependant, il y aura une transformation.
S'élançant de la flèche gothique, j'avance ici, un son religieux se répand dans les airs, le voyageur s'arrête et la cloche rustique au dernier bruit des tournelles des saints concerts. Donc, probablement à la fin du jour, à 6 heures de l'après-midi, il écoute les cloches d'une église. Et donc, c'est intéressant parce que ça apporte un élément religieux. Et je n'ai pas encore parlé de religion à propos du romantisme, mais le romantisme va faire face, va s'opposer au classicisme. Et comme vous savez, le classicisme reprend les références de la culture classique gréco-romaine. Pour faire face, pour faire opposition au classicisme, le romantisme va chercher comme référence le Moyen-Âge, et dans le Moyen-Âge, des références chrétiennes. Donc, on aura un mouvement pas forcément catholique, mais chrétien. Le romantisme sera un mouvement, si on peut parler de religion, un mouvement à la base chrétien, parce qu'en Allemagne et en Angleterre, on aura quand même un protestantisme, n'est-ce pas? Mais de toute façon, la référence sera le christianisme. Et donc, mais à ces deux tableaux, on a indifférente et trouve devant eux une charte de transport. Je contemple la terre en cycle nombre errant. Le soleil des vivants, des chauves-souris, des morts. Donc, vous voyez que, comme je vous ai dit, il y a une description de la nature, et la description de la nature va dans la direction de la poésie de la nature dont je vous ai parlé dans le fragment de Schlegel. Donc, vous voyez que la nature décrite, elle est tellement belle qu'elle est poétique. Par contre, le poète est dans un état d'esprit totalement indifférent. Et il n'éprouve devant la nature des charmes du transport. Et il contemple la terre ainsi qu'une ombre errante, le soleil des vivants, des chauves, des morts. C'est un vers assez fort, ça. O sol dos vivos não esquenta os mortos, não esquenta mais os mortos. Et avançons ici. De colline en colline, en vain, portant ma vie. Du sud à l'action, de l'aurore au couchant, c'est-à-dire d'un côté à l'autre. Je parcours tous les points de l'immense étendue que j'ai nulle part de bonheur et m'attend. Em nenhum lugar a felicidade espera. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà ici aussi une caractéristique importante du romantisme qui est cette tristesse, cette souffrance qu'on connaît assez souvent comme le mal du ciel. Avançons. Que font ces vallons, ces palais, ces chaumières, grands objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être manque et tout est détruit. Donc, ici c'est un autre vers, à mon avis, très beau. Donc, il y a tout ça dans la nature, fleuves, rochers, roches, montagnes vertes, forêts, solitude. C'est si cher, cher dans le sens de quétude, mais un seul être vous manque et tout est détruit. Mais um só ser te falta e tout sera despovoado. Donc, ici c'est intéressant parce que nous avons certains indices. Le soleil de vivant n'échauffe plus les morts, donc il y a la présence de la mort.
Nulle part les bonheurs ne m'attendent. Donc, nous avons un poète qui souffre pour une raison euh, euh, que nous ne savons pas encore quelle est. Et ici, encore un indice, un seul être vous manque et tout est debout. Donc, il y a quelqu'un qui est absent. Et il continue que le tour du soleil, où commence et s'achève, d'un œil indifférent, je le suis dans son cours. Donc, je suis le cours du soleil. En un ciel sombre, le pur, ses couches se lèvent, qu'emporte le soleil. Je n'attends rien du jour. Donc, nous avons une désespérance complète de ce poète. Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le fond et le désert. Je ne désire rien de tout ce qui est clair, je ne demande rien à l'immense. Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, au-delà des limites de sa sphère, la sphère du soleil, lieu où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, dépouille à la terre seria não sei se a gente traduz como despojo, seria tipo a matéria, o corpo que resta, né? O corpo. À la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Donc, je répète ça. Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. C'est une indication de sa mort, la mort du poète. S'il meurt, s'il s'en va, peut-être ce qu'il désire va paraître devant lui. Et il continue, là, je m'enivrerai à la source où j'aspire. Enivrer, le verbe ici, c'est s'embriagar, l'épiarse. Hein? Là où je retrouverai et l'espoir et l'amour et ce bien idéal que l'âme désire et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Ici, en fait, il y a deux strophes, d'accord? Les 4 premiers vers et après, c'est l'édition qui a un prophétie. Que je puis-je porter sur les chars de l'aurore, vague objet de mes voeux, m'est lancé jusqu'à toi. Sur la terre petite, pourquoi restais-je encore? Il n'est rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille de bois tombe dans la tribu, les vents du soir se lèvent et l'arrachent au vallon. Et moi, je suis semblable à la feuille de le tri, feuille bourge sec. Emportez-moi comme elle, orageux Zakion. Akion, c'est un type de vent. Si je ne me trompe pas, c'est un vent qui vient du nord. Donc, c'est un vent fort et froid. Et donc, vous voyez ici, c'est le poème s'appelle Étonnement. Nous avons un poète qui est dans la nature et qui regarde le paysage, qui ne se laisse pas affecter par la beauté de ce paysage, parce qu'il y a quelqu'un qui lui manque, un amour qui n'est plus dans ce monde. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs thématiques du romantisme. Il y a la nature, il y a la solitude du poète, il y a l'amour éternel, parce que l'être aimé est déjà mort, est déjà décédé, mais le poète reste fidèle à cet amour. Et il désire quitter cette vie pour aller à l'au-delà de la vie, pour rencontrer cette bien-aimée. Donc il y a la présence de la mort, la spiritualité, parce qu'il considère la vie après la mort, quoi d'autre, la solitude,
juste quelque chose d'important ici, c'est la nature comme déclencheur de cette réflexion. C'est le fait de regarder la nature qui provoque dans le poète la réflexion sur la perte de sa bienté, de la mort, de monde spirituel, etc. D'accord. Donc, vous voyez comment ce genre de thématique est abordé dans ce genre de poème. D'accord. Et donc, en fait, comme je vous ai dit, là, c'est quelque chose à laquelle je pensais avant le cours. C'est, comme je vous ai dit, comme nous n'avons pas lu le cours la semaine dernière, pendant le week-end, le jour férié, la semaine prochaine, je vais enregistrer un cours sur le Parnasse. D'accord. Mais je considère continuer les cours de romantisme parce qu'il y a d'autres choses importantes à dire ici. Je ne vais pas terminer le romantisme comme ça. Donc, je vais penser un peu plus et considérer la possibilité d'avoir encore un cours sur les romantiques. Mais avant de terminer aujourd'hui, je voudrais entrer dans un texte ici pour vous montrer une réaction contraire. Voilà. Donc ici, vous voyez, nous avons ce texte, c'est un essai de Simon Auger, qui a été publié en 1824. Donc vous voyez, comme je vous ai parlé rapidement de chronologie, pas donc 1820, c'est la publication de Méditation poétique, la date de naissance officielle du romantisme en France. En 1822, il y a la publication de Odes et Ballades de Victor Hugo. C'est le premier recueil de poèmes de Victor Hugo. Et c'est intéressant, je fais des sauts ici, mais c'est intéressant. Donc, vous voyez ici, j'ai un recueil ici de préfaces de Odes et Ballades de Victor Hugo, dans lesquels il parle un peu de sa conception de poésie. Et genre, juste pour profiter ici, vous voyez dans la préface, ici c'est la préface à la première édition de Odes et Ballades de Victor Hugo. Je vais suivre ici. Odes et Ballades de Victor Hugo. Et c'est la première édition, donc préface de 1822. Et dans cette préface, il va dire ici: au reste, le domaine de la poésie est illimité. Donc vous voyez qu'il résonne le fragment de Friedrich Schlegel, poésie universelle et progressive. Donc la poésie illimitée. Donc vous voyez qu'il y a, ils sont en contact avec les mêmes conceptions de poésie. La poésie n'est pas dans la forme des idées, mais dans les idées elles-mêmes. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Donc, c'est intéressant parce que ici, il jette la notion d'intimité comme l'intimité du poète, mais l'intimité de tout, aussi de la nature, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il y a des informations, des discussions importantes entre les
je vais faire encore un cours sur le romantisme. Et avant de terminer, je voudrais entrer dans ce texte. Voilà. Discours sur le romantisme. Je n'aurai pas la possibilité de terminer la discussion, peut-être commencer la discussion du prochain cours à partir de ces textes. Comme je vous ai dit, c'est un texte de réaction contre le romantisme. Et c'est intéressant parce que va dire ici, par exemple, il va appeler le romantisme comme une secte, comme une secte. Secte en français, pode ser secte, groupe, mas pode ser secte aussi comme secte religiosa, n'est-ce pas? Et donc, il va dire ici qu'elle met un problème, qu'elle met en problème toutes nos règles, insulte à tous nos chefs-d'œuvre et pervertissent par illégitime succès cette masse flottante d'opinions dont toujours la fortune dispose. Donc, c'est intéressant, c'est un texte hyper critique et contraire au romantisme, qui va considérer le romantisme presque comme une perversion littéraire. N'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que il y a un autre critique de l'époque, Isard par exemple, qui va traiter la littérature romantique comme de la littérature facile. Et il va appeler le romantisme la littérature facile parce qu'elle se fait à partir de l'inspiration et sans obéir aux règles d'art. Donc, c'est trop facile, c'est comme si c'est trop facile de faire de la littérature comme ça parce que vous ne respectez aucune règle, vous écrivez ce que vous voulez, vous ne respectez pas les genres littéraires et tout est possible. Donc, c'est la littérature facile. Mais il va défendre la littérature difficile, qui est la littérature qui connaît la tradition, qui connaît les règles, etc. Et ça, je voudrais, en fait, en vous apportant ces textes contraires au romantisme, vous montrer comment il y a eu des réactions contre le romantisme, pour vous montrer comment le surgissement d'un nouveau mouvement n'est pas tout à fait tranquille et tout désiré. D'accord? C'est quelque chose qui va s'imposer peu à peu, mais non sans but, sans d'urgence, etc. Et donc, pour anticiper encore les techniques de prophétie, dans les années 30, il y aura la célèbre bataille d'Irpine, qui était une pièce de théâtre de Victor Hugo, qui quand a été jouée dans un théâtre, je ne sais pas si c'était l'opéra à Paris. Il y a eu une bataille, mais une bataille, une guerre, une bagarre meurtrière entre les supporters de Victor Hugo et les gens qui étaient opposés, les oppositeurs de Victor Hugo. Donc, il y a eu bataille, bagarre, des agressions dans le théâtre en raison de l'opposition à la nouvelle littérature de Victor Hugo. D'accord? Donc, je vous laisse comme ça aujourd'hui. Et cet après-midi, je vais vous rendre la correction, la problématique de l'observation. Et je vais organiser ces textes du romantisme dans les fichiers. D'accord? Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vais vous indiquer aussi des poèmes, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ces poèmes de Lamartine, mais je vais vous indiquer des poèmes de Hugo, c'est aussi pour la semaine prochaine. Donc, je vais continuer encore avec les romantismes parce que c'est un mouvement important et riche. Et la semaine prochaine, c'est un jour férié, c'est octobre, donc on aura un cours jeudi, la semaine prochaine, le 14 octobre. D'accord?
et on va continuer donc. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon. Merci. D'accord. Donc, si c'est bon, je vous dis au revoir et à bientôt, à la semaine prochaine, mais à cet après-midi, dans les commentaires sur la problématique de la dissertation. Voilà. N'hésitez pas à survoler ou à visiter les fichiers à partir de cet après-midi pour voir les textes sur le romantisme. D'accord? Donc, au revoir et à la prochaine. Au revoir, merci professeur. Merci prof. Au revoir. Merci.